Si tu veux, il y a on a à peu près toutes les espèces de blé, c'est-à-dire tout ce qui est parti d'un ancêtre commun qui est là, qui est Triticum urartu, qui est un blé sauvage qui existait à l'état naturel dans le croissant fertile, c'est-à-dire Syrie, Irak, Turquie. Et ce blé-là, on le voit, c'est vraiment le blé sauvage, vous voyez déjà l'épi est déjà cassé, c'est-à-dire au fur et à mesure de la maturité il va tomber. C'est la stratégie naturelle pour une plante, un épi de blé, qui est donc pour n'importe quelle plante, de se disséminer et d'augmenter ses chances de reproduction. Et donc ça, c'était très peu utilisé. Les premiers hommes qui étaient là-bas, qui ont, on va dire, inventé l'agriculture, ils avaient ça pour manger. Et ça, il n'y a vraiment pas grand-chose à manger dedans. Donc après, on a eu de la chance parce que cette part là où on a ce grain très petit, en fait, ce Triticum urartu, il s'est croisé avec une autre graminée qui n'était pas vraiment de son espèce, donc c'est plutôt un coup de bol. Parce que cette graminée, c'était pas un blé, donc c'est un égilops, c'est une autre graminée. Et ça a permis, ça a donné les premiers blés. On a eu les premiers, comment dire, on va dire les triticum monococcum ou et dicoccum, c'est-à-dire on va avoir des épis de blé, tiens comme ça par exemple. Vous voyez qu'ils sont très plats, c'est-à-dire ici on a un grain par épier, on dit. C'est-à-dire tout ce qui est monococcum, donc petit engrais, mais on en reparlera, il est tout en haut de la parcelle. Un monococcum, ça veut dire qu'il y a de chaque côté de l'épi, il n'y a qu'un grain. Après, grâce à ce croisement de Urartu avec une autre graminée, on a eu des dicoccums, c'est-à-dire de chaque côté de l'épi, on avait deux grains. Et ça a permis déjà de doubler le rendement, tout simplement. Et puis en plus, et l'homme, donc les premiers agriculteurs ont récupéré ça dans le milieu sauvage. Et après, ils ont commencé ce qu'on appelle de la sélection, c'est-à-dire au début, ils ont ramassé, puis ils se sont aperçus que certains étaient plus gros que d'autres, et ils ont ressemé ces grains plus gros que les autres pour après, et l'agriculture est née. Voilà. Il y a 10 000 ans, entre 7500 et 10 000. Et Voilà. aujourd'hui, tout ça s'est abandonné. Tout ça, oui, puisque ça n'a plus d'intérêt. Ça, en fait, ça a été considéré comme une étape intermédiaire, puisque donc là, on a après l'étape après supérieure, on va dire, dans l'arbre. C'est-à-dire que ça, donc on a cette dicoccum, il s'est de nouveau croisé avec une autre graminée, toujours un égilops, mais un autre qui est peut-être disparu, enfin, on ne sait pas. Enfin, je ne sais pas, disons, on va dire plutôt. Et donc, on a après eu les triticums, c'est-à-dire les blés qui sont faits qu'on utilise donc dans l'agriculture, où là, on a trois par épier, c'est-à-dire de chaque côté du grain de blé, on a trois grains. Et donc là, on a augmenté encore un rendement. Et là, on est parti donc après sur la grande histoire du blé. Le blé, il est parti donc du croissant fertile au fil des siècles, au fil des dizaines de siècles. On estime qu'il a avancé d'1 kilomètre par génération. On va dire, c'est-à-dire les gens se sont échangés des grains de blé de la main à la main. Et donc il est parti du croissant fertile et il s'est diffusé sur toute la terre. C'est comme ça qu'après on a obtenu des dizaines, des centaines de variétés donc, de blé. Donc là maintenant on va parler du blé, le triticum aestivum, c'est-à-dire le blé tendre, le blé qui sert à faire du pain, le blé qu'on passe dans les moulins, qui sert à faire la farine qu'on va acheter au magasin. Ces grains de blé, en fait, ils ont poussé chacun dans une commune, dans une ville, dans un lieu différent. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ça qui a donné toutes ces variétés. Parce que ces blés-là, donc, ils ont gardé leur caractère sauvage. C'est-à-dire, le même grain de blé qui est parti au départ, ben, suivant le climat où il a poussé, eh bien, il s'est adapté au climat. Puisque la plante, elle n'a pas de mobilité. Une plante, qu'un grain de blé qui tombe là, il pousse là. Donc lui, si les conditions sont mauvaises, il n'a pas de chance. Mais par contre, la nature, elle a quand même tout prévu, puisqu'il n'a pas de mobilité, il ne peut pas se déplacer, la plante ne peut pas se déplacer. Par contre, il y a une mobilité intérieure, c'est-à-dire il y a une capacité de cette plante-là, du grain de blé et de toutes les autres. La mobilité intérieure, c'est la capacité par le remaniement des gènes à l'intérieur de la plante elle-même, elle va s'adapter à des nouvelles conditions, c'est-à-dire de la sécheresse, du froid. C'est pour ça là on a des blés qui vont résister au froid, d'autres qui sont frais vraiment pour les pays chauds, des blés durs, enfin bon, voilà, on a tout ça. Et c'est ce qui a donné donc la variété des blés, les centaines de variétés de blés qu'on a eu
jusqu'au début, on va dire, de l'ère industrielle, puisque c'est là que ça s'est un peu, ça, on va pas dire que ça s'est gâté, mais disons que ça s'est un peu modifié. C'est à ce moment-là que l'homme a voulu encore donc, améliorer on a trouvé des engrais, on a eu la potasse, le nitrate, tout ça, des engrais artificiels en fait. Et on a voulu donc on a voulu améliorer, adapter, comment dire, trouver les variétés de blé qui répondraient mieux à ça. C'est-à-dire qui permettraient d'encore augmenter le rendement, mais il y en avait besoin, puisque sous Louis XIV, il y avait encore en France des famines, des gens mouraient de faim, donc on n'arrivait pas à nourrir toute la population, donc il fallait quand même augmenter. Et donc voilà, vers 1850, les premiers sélectionneurs des Français, Villemorin par exemple, tout ça, ont commencé à faire de la sélection.